Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les procédures et les fonctions, donc toujours dans le langage rapide d'ABB. Alors qu'est-ce qu'une procédure? Donc une procédure est un bout de programme qui permet de lancer une séquence d'instructions. Donc elle commence toujours par proc et se termine par nproc. Donc proc avec le nom de la procédure, suivi d'une parenthèse ouverte et d'une parenthèse fermée. Donc ici par exemple une procédure, et ensuite nproc pour dire qu'on a terminé de coder cette procédure. Entre les deux, on peut insérer des instructions, donc ça peut être des instructions de mouvement, des instructions de calcul, etc. etc. Alors si on se souvient de la procédure qu'on a réalisée lors de notre premier exercice, appelée tPrisPièce. Donc on l'avait déclaré comme ceci, avec proc, le nom de la procédure, tPrisPièce et un nproc. À l'intérieur, on avait des instructions, donc des déclarations au début de la fonction, puis des instructions de calcul pour calculer les points d'approche et de dégagement, et ensuite une première trajectoire pour prendre la pièce, avec une approche 1, approche 2, le point de prise, l'action de fermer la pince et le dégagement 1 et 2. On revenait à un point d'attente, puis ensuite on revenait en sens inverse, donc on commençait par le dégagement 2, dégagement 1, point de prise, pour reposer la pièce au même endroit. Donc cette fois-ci, on réouvre les pinces et on se dégage dans l'autre sens. Et à la fin, on retourne au point d'attente. Alors si on résume comment est structurée une procédure, on a au départ une déclaration de variables locales. Pourquoi elles sont locales? Car elles sont déclarées uniquement à l'intérieur de notre procédure, et elles sont par ce fait uniquement utilisables à l'intérieur de celle-ci. On ne peut pas utiliser une des variables déclarées ici dans une autre procédure. Et ensuite, on a une séquence d'instructions, donc qui peut être du calcul ou des appels d'instructions de mouvement, d'autres procédures à paramètres qu'on va voir juste après, ou des fonctions standards du code ABB, ou des fonctions qu'on a nous-mêmes créées. On remarque que dans notre code, on a des variables qui ne sont pas déclarées dans les variables locales, donc par exemple le tpince et la base table. On se rappelle qu'on les avait déclarées dans le module système mdata, et donc on se rappelle que toute variable déclarée dans un module système peut être utilisée n'importe où dans le programme du robot. Donc l'outil pince, il est défini en global, donc on peut le réutiliser dans une procédure, et même chose pour la base table. Alors on va maintenant introduire les procédures à paramètres. Donc dans notre procédure exemple, donc le tPrisPièce, on avait au début de la procédure la déclaration et l'affectation des points d'approche et de prise. Donc ici, on les déclare et on leur affecte une valeur. Donc en faisant ça, au final, notre procédure, elle peut être utilisée que pour prendre une seule pièce qui a ces coordonnées-là. Imaginons qu'on souhaite maintenant prendre deux pièces qui sont à des coordonnées différentes. Et ben, on ne peut pas adapter notre procédure pour en prendre une deuxième. Alors on pourrait modifier notre procédure tPrisPièce pour prendre une seconde pièce, donc en déclarant un nouveau point de prise avec un point de prise de la pièce 2, et en dupliquant ce code, en modifiant les calculs, etc. par rapport à notre nouveau point. Mais ça, ce serait si on était débutant. Un débutant, il fait ça et il se trompe. Ça, il ne faut jamais, jamais, jamais le faire. C'est carton rouge. On ne duplique jamais un code existant. Si on fait un copier-coller d'un code existant, c'est qu'on se trompe. Normalement, il y a toujours une possibilité de rendre dynamique notre code, donc c'est-à-dire d'utiliser des paramètres afin que le code puisse servir de différentes façons grâce aux paramètres dynamiques. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir cette fois-ci une procédure à paramètres. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en paramètres? On va mettre notre point d'approche et notre point de prise. Comme ça, on aura juste à définir notre point d'approche et notre point de prise, et notre procédure va s'adapter toute seule pour pouvoir prendre des pièces à des endroits différents. Donc ici, on a modifié uniquement la déclaration, donc on garde nos points locaux, donc les points d'approche, de dégagement qui sont calculés ici. Mais par contre, les points de travail, c'est-à-dire le point d'approche et le point de prise, ils sont en paramètres. Donc pour faire un paramètre, il suffit de le mettre entre parenthèses, on renseigne le type du paramètre et son nom. Ensuite, on peut directement utiliser le nom du paramètre dans le code. Donc par exemple ici, pour le John Target point d'approche, je le réutilise directement pour tous mes MoveAppsJ. Même chose pour le Rob Target, on peut le réutiliser à différents endroits directement avec le nom de la variable. On n'a pas besoin de la redéclarer ici, comme elle est déclarée en paramètre là-haut. Et donc, grâce à cette fonction, à paramètres, on va pouvoir appeler facilement la prise d'une pièce, puis la prise d'une autre pièce à côté. On n'aura pas besoin de dupliquer notre structure ou notre code. Donc ça, c'est un principe clé en programmation. On ne fait jamais des copier-coller entiers de code. Si on fait un copier-coller entier de code, avec des petites modifications, c'est qu'on peut faire une fonction à paramètres. Alors l'autre intérêt des fonctions à paramètres, si jamais on identifie qu'il y a un bug dans notre fonction, et ben il suffit de modifier la fonction à paramètres et la modification est automatiquement dupliquée partout où elle est appelée.
à l'inverse d'un code dupliqué où il faut retrouver partout dans le programme où on l'a dupliqué et refaire cette modification autant de fois qu'on l'a collé. Avec évidemment tous les risques d'oubli que ça implique. Donc pour appeler une procédure, il faut utiliser une procédure sans paramètre. On ne peut pas appeler directement une procédure à paramètres à partir du flex pendant. Donc là, j'ai créé une seconde procédure donc qui permet de tester notre prise pièce. Donc une procédure sans paramètres cette fois, parce qu'on voit bien que la parenthèse ouverte et fermée, on n'a rien entre les deux. Et ensuite, donc j'ai déclaré un point d'approche de la table, un point de prise 1 et un point de prise 2, avec des coordonnées de prise différentes. Et ensuite, j'appelle ma procédure à paramètres, donc tPrise pièce, avec en paramètre le point d'approche et le rob target. Donc là on a notre fonction pour prendre la première pièce, puis la fonction pour prendre la seconde pièce ici. Donc c'est la même chose, sauf qu'on modifie cette fois le point de travail, ce n'est plus rt point de prise, mais rt point de prise 2 avec des nouvelles coordonnées. Ainsi, en lançant cette fonction de test, le robot va aller prendre la première pièce et la déposer, puis prendre la seconde pièce et la redéposer également. Alors maintenant on est content parce que on est capable de prendre différentes pièces facilement grâce à cette fonction, mais cependant si on regarde notre fonction, on voit qu'on a encore des choses en dur dans la fonction. On a encore notre outil, donc le T-pince et la base table. Donc là actuellement on est capable de prendre des pièces uniquement avec notre outil pince dans la base table. Imaginons qu'on souhaite prendre une pièce avec un autre outil, donc par exemple une seconde pince, et dans une autre base, donc sur une autre table. Avec cette fonction, on est incapable de le réaliser. Donc on va modifier notre fonction pour rajouter deux nouveaux paramètres. Donc on va avoir notre outil et notre base en paramètres. Donc ici, j'ai défini notre outil, donc c'est un tool data qui récupère toutes les informations d'un outil que j'ai nommé toolPrise, donc ça c'est la variable associée. Et donc dans toutes les instructions de mouvement où on appelait au préalable tPince, maintenant on appelle toolPrise. Ici on voit qu'on a des toolPrise partout. Et donc il suffit de renseigner un outil en paramètre de la fonction et la fonction va utiliser cet outil pour réaliser la prise. Même chose pour la base. On a une base de type WobjData, qui récupère pareil toutes les informations d'une base, et on utilise la variable WobjPrise, donc c'est la variable déclarée de type WobjData en paramètre de la fonction, dans le code de notre procédure. Et donc maintenant, grâce à ces quatre paramètres, on est capable de prendre une pièce et de la redéposer avec n'importe quel outil, n'importe quelle base et n'importe quel point de prise. Donc on a une fonction totalement dynamique. Alors même chose pour tester notre procédure à paramètres, on crée une procédure sans paramètres pour pouvoir la lancer depuis le flex pendant. On a notre déclaration du point d'approche et du point de prise. Et ensuite on appelle notre procédure, donc tPrise pièce, avec en premier paramètre le point d'approche, second paramètre le point de prise, ensuite l'outil utilisé, donc là c'est notre tPince qui est déclaré globalement, donc on n'a pas besoin de le redéclarer, et même chose pour notre base table. Et ainsi, le robot, grâce à une seule ligne d'appel, va être capable d'aller chercher notre pièce. Alors petit aparté sur les commentaires, pour simplifier l'utilisation de notre procédure, on peut rajouter un petit commentaire pour chacun des paramètres utilisés de la fonction. Ainsi, un programmeur pourra plus facilement se retrouver lorsqu'il repassera derrière vous. Alors on arrive maintenant dans la seconde partie de la vidéo, on va voir les différents paramètres possibles. Donc on peut utiliser des paramètres simples comme on a déjà vu. Donc on définit notre procédure avec son nom et on met ensuite le type du paramètre et le nom de la variable. Donc là ici on a un numérique et un booléen. On peut également utiliser des paramètres optionnels. Donc c'est la même chose, on les déclare de la même façon. Donc là c'est un paramètre normal. Et pour le paramètre optionnel, on met un anti-slash devant la déclaration du type. Donc ici, notre paramètre un bool param est optionnel. On n'est pas obligé de l'utiliser dans l'appel de la fonction. Donc pour savoir ensuite dans le code si le paramètre optionnel est présent ou pas, on peut utiliser la fonction if présent. Donc ça permet de tester est-ce que l'utilisateur de la fonction a utilisé ce paramètre ou pas. Et donc grâce à cette fonction présent, on est capable d'identifier si ce paramètre a été renseigné ou pas. Comment on fait pour appeler une fonction à paramètre optionnel? Donc même chose, on crée une procédure sans paramètres. J'ai déclaré deux variables, donc un numérique et un booléen. Donc c'est le type des paramètres qui ont été définis de la fonction. Donc je l'appelle une première fois en appelant le paramètre optionnel. Donc quand on utilise un paramètre optionnel, donc il faut mettre anti-slash le nom du paramètre optionnel, deux points égales et sa valeur. Contrairement aux paramètres simples qui eux peuvent être directement affectés. Donc ici on voit qu'on a un paramètre simple en premier. Donc on a notre headCount, on n'a pas besoin de préciser le nom de la variable. Et ensuite, un paramètre optionnel, on précise le nom de la variable et ensuite son affectation. Pourquoi? Car on peut avoir 50 paramètres optionnels différents. Et donc, comme ils sont optionnels, on ne peut pas savoir dans quel ordre ils ont été renseignés. Donc quand ils sont optionnels, on est obligé de renseigner leur nom. Et ensuite, un deuxième exemple où cette fois-ci,
je n'utilise pas le paramètre optionnel et il n'y a pas d'erreur de compilation. C'est normal comme c'est un paramètre optionnel. Alors troisième type de paramètres, les paramètres optionnels exclusifs. Donc on va définir deux paramètres et donc on va devoir utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc par exemple ici, on a un booléen qui est nommé un bool param et un autre booléen qui est nommé un bool param 2. Donc on va devoir utiliser soit l'un, soit l'autre, mais on va pas pouvoir utiliser les deux paramètres en même temps. Alors il existe un type de paramètre spécifique pour les paramètres optionnels exclusifs, c'est le type switch. Donc on peut l'utiliser pour définir deux paramètres exclusifs. Donc là ça va être pour notre procédure action pince, donc elle va permettre de soit ouvrir la pince, soit de la fermer. Donc on a deux paramètres exclusifs qu'on peut dans ce cas-là définir de type switch. Comment on fait ensuite dans le code pour savoir lequel a été choisi? Il suffit d'utiliser la fonction présent. Donc si la variable ouvrir est présente, dans ce cas-là, on sait qu'on doit ouvrir la pince. Si cette fois c'est la pince fermée, dans ce cas-là, on doit fermer la pince. Comment on va appeler ces fonctions? Donc même chose, on utilise encore une procédure sans paramètres pour la tester. Donc on va utiliser la procédure action pince, donc anti-slash le paramètre. Donc on n'a pas besoin d'affectation comme c'est un type switch. Même chose dans le cas de la fermeture. On peut tester d'utiliser les deux paramètres, mais on voit que le second est surligné. Comme c'est des paramètres exclusifs, on ne peut pas définir les deux en même temps. Même chose, pour notre première procédure, on peut utiliser soit le premier paramètre, soit le deuxième. Cette fois-ci, comme ils ne sont pas de type switch, il faut leur affecter une valeur. Sur la première procédure, on utilise le premier paramètre après, sur la deuxième, le second. Alors, on peut forcer l'utilisation d'une variable persistante sur une procédure. Donc par exemple ici, on utilise la procédure, on définit son nom, et là, on souhaite que notre toolData outil soit persistante. Donc qu'est-ce qu'une variable persistante? Donc une variable persistante, c'est une variable qui, lorsqu'on éteint le robot et on le redémarre, n'est pas réinitialisée. Donc elle garde la valeur qu'elle avait avant la coupure du robot. Contrairement à toutes les autres variables qui ne sont pas persistantes, elles sont réinitialisées automatiquement au redémarrage. Donc si par exemple on met un compteur qui est égal à 200, on éteint le robot, on redémarre, au redémarrage le compteur aura toujours sa valeur 200. Si on ne précise pas le type persistant, on peut quand même utiliser une variable persistante en paramètre. Donc j'avoue l'intérêt de ce type de paramètre est un peu limité, moi perso je m'en suis jamais servi. Alors ensuite on a les paramètres in-out. Donc les paramètres in-out, c'est pour préciser que le paramètre qu'on met en entrée, on peut lui modifier sa valeur, à la fin il va ressortir avec la nouvelle valeur qui a été définie dans la fonction. Donc j'ai créé deux fonctions pour montrer vraiment l'intérêt de ce type de paramètre. Donc j'ai créé une procédure changement de compteur avec le paramètre en in-out du compteur. Donc dans cette fonction, on rajoute un incrément au compteur. J'ai créé la même fonction sans préciser le in-out. On incrémente le compteur de la même façon. Et ensuite une procédure de test, donc sans paramètre, où on déclare un compteur avec une valeur 0. Et ensuite on appelle donc le changement de compteur avec notre compteur. Et ensuite notre changement de compteur nul avec le compteur. Si on lance le programme, chose qu'on va faire juste après, on va voir que notre compteur il est égal à 0 avant la fonction changement de compteur. Il passe bien à 1 ensuite, parce que du coup la variable qui est mise en entrée, elle est affectée, puis elle ressort avec sa nouvelle valeur. Alors que dans la fonction, si on ne précise pas in-out, au final la fonction n'est que en in, donc on récupère la valeur en input, mais on ne peut pas écrire dedans. Donc localement, ici on va pouvoir incrémenter notre compteur. Donc si on avait une autre ligne derrière, on verrait que le compteur passe du coup de 1 à 2. Mais par contre, à la fin de la procédure, la valeur actuelle du compteur n'est pas renvoyée à la fonction appelante. Donc le compteur ici, il reste à 1. Alors on se retrouve sur Robot Studio pour tester notre fonction. Donc on va sur le menu, éditeur de programme. On choisit dans nos modules, donc notre procédure, elle est dans le module mProcedure. Donc on choisit le module mProcedure et ensuite on choisit notre procédure qui est ici. Prog, test, changement de compteur. J'affiche la routine, on arrive dessus, on fait ensuite déboguer pp vers routine, donc c'est pointeur programme vers la routine. On resélectionne notre routine, donc qui est bien prog, test, changement de compteur, on valide. Ainsi notre pointeur de programme se trouve au niveau de la première ligne de notre procédure, donc après les déclarations. À savoir que le logiciel n'autorise à faire
un PP vers routine uniquement si l'accès en écriture est libéré. Si on a fait une demande d'accès en écriture, on ne peut pas lancer de programme. Il faut au préalable libérer l'accès. Donc maintenant, mon pointeur programme est au niveau de cette ligne, donc il y a un commentaire. Gnable Jold. Alors sur Robo Studio, si on va dans rapide, on peut surveiller des valeurs. Donc nous, on va surveiller la valeur de notre compteur. On tape le nom de la variable et on a la variable dans quelle procédure elle est utilisée et créée. Donc actuellement, notre compteur a été initialisé ici, à 0. Donc j'ai rajouté des stops pour qu'on voit bien l'évolution de la variable. J'appuie sur play, on arrive au premier stop, donc il s'arrête à cette ligne-là. Je rappuie sur play, donc là il est rentré dans la fonction changement de compteur. Et là notre compteur, il a bien la valeur 1. Comme dans notre changement de compteur, il est déclaré en in-out, donc on incrémente la valeur, puis il ressort. Si on continue, on va passer dans notre fonction changement de compteur nul, on valide, il est au point stop, on voit que notre compteur n'est pas passé à la valeur 2, comme sur la seconde procédure, il n'est pas en in-out. Si on relance la procédure, le compteur revient à 0, comme il est réinitialisé au départ de la procédure. Donc dernier type de paramètre qu'on peut mettre en entrée d'une procédure, ça va être le paramètre de type signaux. Donc ça peut être soit un signal d'entrée, soit un signal de sortie. Quand on veut définir un signal, il faut rajouter le petit var devant la déclaration. Sinon, on va avoir une erreur de compilation. Alors petite chose importante avec les signaux, c'est que les paramètres, ils sont dynamiques. Par exemple, j'ai créé une fonction où on a 3 types d'instructions qui réalisent la même chose. Ici, j'ai codé un while, do and while. Donc while en français, ça veut dire tant que. Et donc tant que la condition ici est vraie, et ben on exécute ce qu'il y a entre le while et le end while. Donc ici, on va attendre 0,1 seconde. Et ensuite, on va reboucler. Donc là, tant que notre signal de capteur est différent de 1, donc c'est-à-dire qu'il est égal à 0, on continue de boucler. Et dès qu'il va passer à 1, donc cette équation ne sera plus vraie, parce que du coup il est plus différent, mais il sera égal à 1. Dans ce cas-là, on va passer à la ligne en dessous. L'instruction suivante, donc c'est un wait DI, donc on va attendre un signal d'entrée, et là on va attendre que le signal du capteur soit égal à 0. On peut mettre également un virgule 1 si on souhaite attendre qu'il passe à l'état 1. Alors l'inconvénient de ce type de fonction, c'est si on veut attendre 2 signaux en parallèle, on ne peut pas, car l'instruction n'accepte qu'un seul signal. Par contre, pour ce type de cas, il existe la fonction waitUntil. Donc waitUntil, on peut mettre plusieurs conditions booléennes. Donc ici, le d'input de signal de capteur égale à 1, et on peut mettre un autre signal. Donc ici, j'ai remis 2 fois le même parce que j'avais qu'un seul signal. Mais on peut mettre signal capteur 1 et signal capteur 2 en même temps. Et quand toute cette condition est réalisée, on passe la ligne et pas avant. Donc l'avantage d'avoir un signal en paramètre, c'est qu'il est scruté en permanence. Alors on se retrouve sur Robo Studio, donc j'ai lancé la procédure test signal info capteur avec l'appel de la procédure avec paramètre donc de attente info capteur et en paramètre un signal d'entrée qui est présence PDI, présence pièce. Gnable hold, je valide. Donc là on arrive dans le while, donc on attend que le signal des signal capteurs ne soit plus différent de 1. Donc actuellement sa valeur est à 0. On peut lancer la simulation et on va la passer à 1. On passe à 1 et là on voit qu'on est sorti de la boucle while. Donc en mode simulation, lorsqu'on a une fonction waitDI ou waitUntil, il nous propose de simuler le signal. Ici on va dire qu'on n'a pas envie, on va nous-mêmes lui changer d'état. Donc là maintenant il attend que le signal du capteur retombe à 0. Comme il est en état 1, bah, il reste bloqué. Si on le repasse à 0, on voit qu'il a passé la ligne. Donc à l'intérieur de la fonction, le paramètre est dynamique. Même chose. Là, on arrive au waitUntil d'input égale à 1 et d'input égale à 1. Donc, il attend que notre signal repasse à 1. Donc, on va le repasser à 1. Il est passé à 1 et donc, on est retourné au début de la procédure. Il attend maintenant un nouveau start pour continuer. Alors, on a vu précédemment qu'un signal était un signal dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du code de la procédure, on pouvait réagir au changement d'état du signal. Si on fait la même chose avec un booléen, ce n'est pas le cas. Par exemple ici, on appelle la fonction avec une condition booléenne. On voudrait que notre attente de la condition soit dynamique par rapport à cette équation booléenne. Or, lors de l'appel de la fonction prend en compte la valeur du booléen au moment de son appel. Donc si on a une des conditions qui est égale à faux lorsqu'on appelle la procédure attente condition, à l'intérieur de la procédure, le booléen va rester à l'état faux pendant toute la procédure. Alors, il existe une possibilité de la rendre dynamique, c'est grâce aux fonctions setup cyclic bool
et remove cyclic bool. Donc il faut déclarer en dehors de la procédure un booléen persistant, donc on appelle CB pour cyclic bool et après le nom du booléen. Alors on remove d'abord ce cyclic bool pour être sûr qu'il n'est pas affecté à autre chose et ensuite on lance la procédure setup cyclic bool avec en premier on met notre bool cyclique et ensuite la condition. Donc ici la condition ça va être notre paramètre. Et grâce à cette fonction, notre paramètre booléen qui correspond à cette condition, donc n'est plus figé, mais devient dynamique au travers du cyclic bool. Ainsi, dans notre code, on peut maintenant utiliser un while not ou un while cette condition, ou un wait until la condition. Car si on a un changement d'état de cette équation, notre cyclic bool va lui également changer d'état. Donc c'est comme si notre booléen devenait un signal. Alors petite précision cependant sur la condition. Donc la condition, elle peut être comportée de constantes ou variables persistantes de type bool numérique ou denum, et aussi des alias booléens num et denum, des signaux d'entrée ou de sortie globaux, et les opérandes not, end, or, xor, égal ou des parenthèses. Donc c'est pour cela que les booléens qui ont été mis en entrée de la procédure ont été déclarés ici en persistant. Alors on se retrouve sur MoStudio où on va tester cette fonction. Donc on va dans l'éditeur de programme, module, procédure, et on va choisir la procédure test signal info bool. Donc on arrive sur notre procédure où on a la procédure attente condition avec en condition 3 booléens, donc les conditions de 1, 2 et 3. Donc les 3 booléens ont été déclarés en persistant au début du module, ici. Et on va lancer la procédure. On appuie sur play. Et là en cours. Donc là on attend notre cyclic bool, condition cyclique. Donc tant que notre cyclic bool est à faux, on reste tourné dans ce while. Donc ici, et on rappelle que notre condition cyclique, il a comme paramètre le paramètre de la fonction. Donc ici, notre paramètre, il a cette valeur. Donc pour que notre cyclic bool passe à vrai, il faut que le B condition 1, condition 2 et 3 soit vrai. C'est ce qu'on va vérifier. Donc on va aller dans données du programme. C'est des types booléens, on les retrouve ici. Donc on va modifier leur valeur, modifier la valeur. On va les passer à vrai. Le premier. Ok. On est toujours dans le while. Le deuxième. Modifier la valeur à vrai. On est toujours dans le while. Et le troisième. Modifier la valeur à vrai. Et là, on est sorti du while. Notre B cyclic condition est passé à vrai. Maintenant, on est sur un wait until que notre cyclic bool passe à faux. Donc là, il est toujours à vrai. Donc pour qu'il passe à faux, il suffit de passer une des conditions à faux. Donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, à 3, modifier la valeur. On la passe à faux. On valide. Donc ici, on voit pas que notre cyclic bool est passé à faux, alors qu'il devrait. Mais c'est une erreur d'affichage. Si je fais juste un aller-retour, on voit qu'il change d'état. Alors on peut aussi appuyer sur rafraîchir. Et du coup, on le voit changer d'état. Et du coup, ici, on voit qu'on a passé la ligne parce qu'il a eu la condition faux. Alors, il nous reste à voir dans cette vidéo les fonctions. Donc, une fonction est un bout de programme donc, qui permet de lancer comme une procédure une séquence d'instructions. Mais par contre, à la différence d'une procédure, elle est obligée de renvoyer une valeur. Donc, on peut lui dire de renvoyer un booléen, un rob target, un john target, un numérique, etc., etc. Donc, comment on l'a défini? On met func, le type que renvoie la fonction. Donc ici, notre fonction, elle va renvoyer un booléen, le nom de la fonction, et ensuite, entre parenthèses, les paramètres s'il y en a. Donc tous les différents types de paramètres qu'on a vus pour les procédures s'appliquent pour les fonctions. Typiquement ici, on a créé une fonction qui est robTarget.nul, donc qui va vérifier si un robTarget est totalement nul ou pas. Donc elle renvoie un booléen qui nous dit oui, le robTarget est nul, non, le robTarget n'est pas nul. Et en paramètre, on lui met un robTarget, donc c'est le robTarget qui est testé. Donc c'est comme ça qu'on définit une fonction. On définit fonction, le type qu'elle renvoie, le nom de la fonction, et ensuite on peut mettre des paramètres. Donc ensuite on a écrit un bout de code donc, qui vérifie si la coordonnée en x égale à 0, si la coordonnée en y égale à 0, et la coordonnée en z égale à 0. Moi aussi il y a une faute de frappe, c'est z. Faut que je corrige ça. Donc pour les quaternions, get égale à 0, c'est avoir le premier égal à 1 et tous les autres égaux à 0.
Donc la fonction c'est RobTarget note nulle. Donc si on a une des conditions qui n'est pas vraie ici, c'est-à-dire qu'il est note nulle, donc dans ce cas-là, on renvoie vrai. Et sinon, si on a toutes ces conditions qui sont remplies, c'est-à-dire que notre RobTarget est nul, dans ce cas-là, on renvoie faux parce qu'il n'est pas note nulle. Ici, on ne teste pas les coordonnées des axes externes car on considère que le robot n'en a pas. Pour tester une fonction, il faut créer une variable qui récupère le résultat de la fonction. Donc ici, notre résultat c'est un booléen, donc on va créer une variable b.nul qui est de type booléen qui récupère le résultat de la fonction rt.nul d'un point RobTarget qu'on a créé également ici. À la différence d'une procédure, les paramètres d'une fonction se mettent entre parenthèses. C'est pareil également d'une virgule. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. A plus, ciao.